Bonjour, c'est bon, je pars? Ok, merci. Un grand plaisir d'être parmi vous, d'être devant vous, et puis voilà, c'est parti pour une masterclass, comme on nous a dit. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de terme français? S'il y en a? Bon. Une causerie, me dit-on au premier rang, avec un bon élève. Et donc on va partir pour une causerie. Causerie sur éducation et partage des connaissances. Et si vous voulez bien, je vais mettre ça sous le signe d'une de mes citations préférées d'Henri Poincaré, qui dit que, en gros, je ne sais plus quelle formulation exacte, mais la chose la plus importante que les parents peuvent transmettre à leurs enfants, je dis bien la chose, c'est la faculté de s'émerveiller. Et je vais partager avec vous des choses que j'ai trouvées merveilleuses au cours de ma carrière d'enseignant, de chercheur et d'étudiant, et je vais lier les trois, et ça sera ma première tête de chapitre, si on veut. Enseignant, chercheur, étudiant, tout ça, ça va ensemble. Et je revendique les trois qualificatifs, les trois identités. D'abord enseignant, quand on pense à moi et quand on me décrit, la plupart du temps, on est mis en premier chercheur, mais je revendique le fait d'être enseignant avant d'être chercheur. Je suis professeur d'université, le titre c'est enseignant-chercheur. Tellement attaché d'ailleurs à ce titre d'enseignant que je suis le seul médaillé Fields français à avoir jamais postulé à un poste de recherche pure, que quand j'ai pris des directions administratives, j'ai fait toutes sortes de contorsions pour être enseignant, même avec une décharge complète de service, c'est-à-dire un service à volonté, plutôt que d'être chercheur. Et parce que, je sais pas, je me suis toujours pensé en tant qu'enseignant aussi, fils d'enseignant et ainsi de suite peut-être. Ça fait partie de mon ADN. Eh ben oui. Alors, qu'est-ce qu'on va dire quel genre d'élève j'ai eu? Ça dépend de ce qu'on appelle transmission, de ce qu'on appelle cours. Les cours que j'ai faits en tant qu'universitaire, c'est tous les niveaux à partir de la licence. Mais partager avec des salles, je l'ai fait à tous les niveaux littéralement. Puis l'école primaire jusqu'au doctorat, et puis aussi université de tous les savoirs, des activités spécifiques pour des gens qui ne sont plus à l'école depuis plusieurs décennies. Et ça m'a appris énormément, et j'ai toujours continué, même quand j'avais plus du tout le temps de faire de la recherche, je gardais toujours du temps pour mon enseignement. Quand il y avait l'occasion de tester une nouvelle formule, je les ai testées. Je fais partie de la petite minorité d'enseignants qui s'est essayé à l'exercice du MOOC. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans la salle qui a fait un cours en MOOC. Quelqu'un qui a enseigné? Il faut. C'est toute une affaire très, très instructive. Alors, quand on le fait, on découvre que c'est un gouffre temporel comme vous n'avez pas idée. Ça vous mange votre temps, votre énergie, votre concentration, tout. Surtout, il ne s'agit pas d'en faire une règle. Dès qu'on en fait un, on comprend que ça ne viendra jamais remplacer tous les cours universitaires plus classiques. Mais en même temps, on apprend plein de choses, et j'y reviendrai. Alors, ma deuxième identité, c'est chercheur. Le rôle du chercheur, c'est d'aller trouver des nouvelles idées, découvrir des nouvelles choses. Et je fais partie aussi de ceux qui se sont demandés quel est le processus de recherche, quels sont les ingrédients qui font qu'on arrive à faire une bonne recherche. Tout à l'heure, Marie Eklund vous a parlé de qu'est-ce qui se passe quand on fait de l'innovation. Quand on fait j'ai des exposés régulièrement que je donne sur quels sont les ingrédients qui aident à ce que les nouvelles idées vont surgir, et je distingue toujours 7 ingrédients. L'un, c'est la bibliographie, parce que les nouvelles idées, elles arrivent toujours à partir des anciennes, éventuellement en réaction. Un autre, c'est la motivation, c'est le plus important et le plus mystérieux à la fois des ingrédients. Un troisième, c'est l'environnement, parce que les idées, elles viennent toujours dans un cadre qui les favorise. Un quatrième, c'est les échanges. Il faut bien distinguer les échanges et l'environnement. Si on vous le dit comme ça, vous aurez peut-être l'idée que c'est la même chose, mais c'est presque l'opposé. L'environnement, c'est quand il y a plein de gens autour de vous qui travaillent sur des sujets différents, mais qui forment un environnement qui vous motive, qui vous aide à avancer dans vos propres sujets, éventuellement de façon informelle. Et les échanges, c'est des gens qui ne sont pas autour de vous, mais avec qui vous partagez un intérêt spécifique commun et avec qui vous allez vous lancer dans une dialectique, dans un processus d'amélioration ou de coopération. Ingrédient suivant, qui est capital
dans la genèse des nouvelles idées, ce sont les contraintes. Les exemples abondent dans l'histoire de l'innovation, dans l'histoire des arts, dans l'histoire des sciences, où la contrainte joue un rôle majeur pour la génération de la nouvelle idée. Et il faut bien l'identifier parce que ça peut être contradictoire. On se dit que plus on aura de liberté et meilleur ça sera pour les idées. Et ça, c'est pas vrai, pas toujours vrai. L'ingrédient suivant, c'est le processus cognitif et le processus de recherche qui peut être à l'échelle de l'individu, qui peut être à l'échelle du groupe, qui peut être à l'échelle de la nation, et qui fait d'une succession chaotique de progression systématique et d'illumination soudaine, au cours desquelles on se rend compte d'un coup, ça peut être une seconde à l'échelle de l'individu, ça peut être une année à l'échelle du contexte international, alors qu'on a travaillé sur le problème pendant 20 ans sans vraiment avoir de déblocage. Mais ce genre de progression, hop, avec des dents de scie, c'est typique aussi du processus des nouvelles idées. Et puis, dernier ingrédient, c'est la combinaison de chance et de persévérance. Et les deux vont souvent ensemble parce que plus vous persévérez, plus il y a de probabilité que le coup de chance vous tombe dessus. Et je parlerai je donnerai un ou deux exemples tout à l'heure. Alors, première fois que je faisais une conférence comme ça, spécifique, où je cherchais à recenser ces ingrédients, à les illustrer, et j'en discutais avec François Tadei, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui s'occupe du centre de recherche pluridisciplinaire sur l'éducation. Il a réfléchi, il a discuté, et puis il a dit, quand on y pense, c'est les 7 mêmes ingrédients qui sont fondamentaux aussi dans l'enseignement. Et réfléchissez-y, et effectivement, il y a quelque chose derrière qui marche bien, c'est que la meilleure façon d'apprendre, c'est que ça soit comme si à l'échelle de l'individu, on découvrait soi-même. Ça peut être juste une illusion, mais il faut au moins qu'on ait cette illusion-là pour que ça fonctionne. La troisième identité dont je vous parlais, c'est étudiant. Alors, j'ai toute ma vie vu en étudiant. Je continue à apprendre d'ailleurs. Hier, c'était ma première loi à l'Assemblée nationale, extrêmement instructif. Et j'ai appris plein de choses. Et toute ma vie, j'ai appris. Et ça continuera, je pense, longtemps. Ça aussi doit faire partie de mon ADN. Comment on apprend? Quand vous y réfléchissez, on peut apprendre par les livres. Et d'ailleurs, en ce moment, je potasse les bouquins de droit constitutionnel. Ben ouais. On peut apprendre par l'action, extrêmement important, rien ne remplace ça. On peut apprendre par les conseils que donnent les autres. Et comment on appelle un directeur de thèse en anglais? Qui c'est qui me dit ça? Advisor. Le directeur de thèse, c'est l'advisor en anglo-saxon. Et c'est un superbe titre parce que c'est le boulot principal du directeur de thèse. Il vous donne des conseils. Il n'est pas là pour vous apprendre ce qu'il faut faire, mais pour vous conseiller, et c'est à vous d'apprendre. Et direction n'est pas un si bon terme, justement. Et puis, vous apprenez aussi, bien sûr, par l'exemple. Et étape très importante, précisément, dans la relation de directeur de thèse élève, c'est la première fois que vous voyez votre directeur de thèse en train de réfléchir lui-même ou elle-même sur un problème dont il ne connaît pas la solution. Enfin, fondamental. Même s'il ne trouve pas, c'est instructif. Et puis, il y a une dernière méthode par laquelle on apprend, et c'est peut-être la plus efficace dans tout ce que j'ai testé, c'est d'enseigner. Il n'y a pas mieux. Et je vais, pour illustrer un peu tout ça, vous parler un petit peu de mes débuts en recherche. Hein, ça va être, après tout, si c'est masterclass, je vais vous faire jouer au vieux schnock qui vous raconte sa longue expérience. Alors, d'abord, tout début de ma thèse, mon patron, Pierre-Louis Lyons, m'avait dit, bon, pour commencer, tu peux lire le livre Ciarcignani sur l'équation de Boltzmann, et puis quand on se rencontrera, on pourra discuter de la suite. À cette époque-là, c'était une période chaotique de ma vie d'étudiant, parce que je m'étais fait élire président du bureau des élèves. Oui, très important, très belle expérience. Mais pendant quelques mois, j'ai plus trop fait de mathématiques, ça a failli être la fin de ma carrière de scientifique. Puis quand même, je m'y suis remis, j'ai lu le bouquin, et ça c'est un truc qu'il ne faut jamais faire quand vous commencez en recherche. Lire le bouquin de la première à la dernière page, d'abord vous souffrez comme un damné. Ensuite, dans un bouquin, si vous commencez par la lettre sans avoir le sens et les explications informelles, ça ne marche pas. Donc, pour lire un article de recherche, même entre collègues,
On commence par expliquer en quelques phrases ce qu'il faut chercher dedans et ça divise par 10 la souffrance que vous aurez à la difficulté à lire l'article. Alors, j'ai lu le bouquin et puis après j'ai rencontré, on n'a pas parlé du bouquin, il m'a dit « Alors voilà, ça serait bien que tu travailles sur telle question numéro 1. » Il a posé le problème. Je lui ai dit « Oui, mais ça c'est assez général comme énoncé. » « Ah mais justement, il va falloir trouver comment le préciser. » « Ah d'accord. » Et puis après, question numéro 2. Il faudrait que tu arrives à montrer ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on sait le faire dans un cas particulier. Je dis, ah bon, d'accord. Je vais te montrer comment on fait le cas particulier. Commence. Oui, non, comme ça, comme ça. Non, je ne sais plus. Bon, tu retrouveras. Troisième question suivez. Quatrième question. Et puis, il me tend la feuille et dit, voilà, c'est ta feuille de route. Et je lui dis, par où je commence? Bon, essaye par toi-même. Il ne faut pas trop lire dans les bouquins. Mais c'était bien la bonne méthode. Alors on rame complètement quand c'est comme ça au début, mais vraiment, on ne sait pas quelle boule prendre, et puis on comprend qu'il faut se débrouiller tout seul. On va discuter avec les gens, on cherche dans une référence, dans une autre, on lit les bouquins, et petit à petit, on se bat avec les problèmes. Le directeur de thèse, à la fin, en fait, peu lui importe que vous résolviez vraiment les questions qu'il vous a posées. C'est juste un point d'entrée dans la conversation. Sur les 4 questions, il y en a 2 que j'ai résolues, une que j'ai vraiment résolue, une à peu près, une un petit bout de chemin, la 4e pas du tout. Mais ce qui est certain, c'est qu'à la fin, dans ma thèse, les parties les plus importantes, les plus intéressantes, c'était aucune des 4 questions. C'était quelque chose de bien différent qui était venu en cours de route. Et là-dedans, dans le processus, c'était bien ce qu'il avait fait après, pendant les 3 années entre-temps. Il donnait des conseils, j'allais le voir. J'ai réfléchi à ça, j'ai rencontré un tel, j'étais dans un colloque, je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Il disait, oui, peut-être tu peux lire le bouquin là et ça va te donner une idée. Ou non, ça, j'y crois pas trop. D'ailleurs, de temps en temps, le conseil qu'il donnait était complètement faux. Mais c'est pas grave. Ça entretenait le dialogue et la motivation. Citation que je tiens de l'artiste dresseur Bartabas, vous connaissez bien, avec qui j'ai écrit un petit bouquin d'entretien il y a quelque temps, et disait « Les seules choses que j'arrive à partager avec mes élèves, c'est le doute et l'énergie. » Et c'est ça qui fait tout. Retenez la citation, et c'est important. Et par rapport au doute, la première fois que vous voyez votre directeur de thèse justement réfléchir sur un problème, on ne connaît pas la solution, et puis sécher, regardez comment elle fonctionne et tout, c'est important, c'est un déblocage aussi. Ah ben oui, même lui, il avait la médaille FIS déjà, c'était dans son domaine l'autorité mondiale incontestée, ben, il était sec sur la question. Et c'était important psychologiquement de voir ça, partager le doute. Petite suite de mon parcours. Quand, à la fin de ma thèse, un épisode très important s'est produit quand je me retrouvais chez moi, en train de lire un cours de probabilité qui m'avait été recommandé par un membre de mon jury de thèse. Il m'a dit, ah oui, va rencontrer Michel Ledoux à Toulouse, il travaille sur des sujets qui pourraient t'intéresser, il fait des superbes cours et tout. Bon, j'étais allé le voir, j'avais pris un cours, et j'étais en train de potasser ce cours qui n'était pas en rapport avec ma thèse spécialement, mais qui pouvait avoir quelque chose d'intéressant. Et à un moment, je regarde le truc, je me suis dit, ah, mais c'est incroyable, là il y a des mots-clés que je reconnais, et ça me rappelle furieusement l'exposé que j'ai entendu il y a 2 semaines à Folljuif, réalisé par ce jeune chercheur allemand. Je suis sûr qu'il y a un point commun. Il m'a fallu un quart d'heure pour trouver le point commun, et puis quelques jours de travail pour transformer ça en un théorème. De tous les articles que j'ai écrits, après j'ai fait en collaboration avec le chercheur allemand en question, ça a été l'un de ceux qui ont été les plus faciles à écrire. Il a été accepté en 24 heures, littéralement, par la revue à qui je l'ai soumis. Et c'est mon article le plus cité à ce jour. Vous parlez de chance. Chance extraordinaire. En même temps, si je n'avais pas été occupé à aller potasser le cours de proba qui n'était pas en rapport avec mon sujet de thèse, mais dont on m'a dit qu'il était peut-être intéressant, si je n'avais pas dépensé mon énergie à aller voir un exposé d'un autre collègue qui n'était pas forcément directement lié, mais qui sait, rien ne se serait produit. Qu'est-ce qui s'est passé après? Se trouve que j'étais invité à Atlanta, peu de temps de là,
par le membre de mon jury de thèse dont je vous parlais, un Américain nommé Eric Carlen. Et à ce moment-là, au lieu de parler de ma thèse, je leur parle de cette découverte faite avec le collaborateur allemand. Il se trouve qu'à Atlanta, il y avait un grand spécialiste du sujet en question, ça s'appelle le transport optimal, Wilfried Gangbo, d'origine béninoise, qui a flashé sur le résultat. Et c'est comme ça que j'ai décroché ma première invitation pour une période de longue durée aux États-Unis. Et j'avais 26 ans, c'était la grande aventure. J'allais pour la première fois faire un enseignement au niveau, on va dire, on dirait master maintenant, master recherche. On m'a proposé de faire cours justement sur ce sujet dans lequel j'avais fait un article qui pour moi était un sujet nouveau, ce n'était pas le sujet de ma thèse. Et j'ai hésité au début, je me suis dit, allez, ça sera l'occasion d'apprendre. Ça a été l'occasion d'apprendre. Alors, je suis allé voir les quelques spécialistes, qu'est-ce qu'il faut savoir là-dessus. Et puis j'ai fait le cours, et tout le sujet, 90% du cours, c'est des choses que j'avais apprises dans les mois qui ont précédé le cours. Le bouquin qui en est sorti est devenu l'ouvrage de référence, d'introduction au sujet. Et ça m'a d'un coup catapulté en l'un des experts les plus respectés du sujet, le fait que je fasse ce cours. Et puis après, de fil en aiguille, après que des années plus tard, j'ai écrit un gros bouquin de référence, un bon millier de pages sur le même sujet qui a ajouté aussi à mon statut d'expert. Mais clairement, c'était une occasion dans laquelle le fait de faire le cours m'a appris plus que n'importe quoi aurait pu le faire. Le fait d'avoir des élèves aussi après, ça a été une étape cruciale, phénoménale. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont parcouru mon ouvrage Théorème vivant, dans lequel j'expose les coulisses de la création d'un nouvel article de recherche, ça a été fait en collaboration avec mon ancien élève, Clément Mouot, et très clairement, si je n'avais pas eu le bon élève, si je n'avais pas formé le bon élève, et si après il n'avait pas acquis son indépendance, et on n'aurait jamais pu faire le tandem qu'on a fait, qui nous a permis d'affronter l'ennemi, en l'occurrence Amortissement Landau. Ouais, ça vous fait rire, mais c'est un super sujet, l'amortissement Landau. Si on a du temps, à la fin, on en parlera. Deuxième chapitre, donc premier chapitre, c'était ça, enseigner, étudier, chercher, tout ça sont différentes phases, différentes facettes du même problème, ou en tout cas, sont trois activités extrêmement liées. Et quand on vous propose de faire un cours, de faire un exposé sur un sujet que vous ne maîtrisez pas, plein de fois, ça sera une bonne idée d'accepter. Là, je vais vous donner un exemple, mais il y en a eu plein d'autres. Un jour, j'ai accepté de faire un séminaire Bourbaki, exercice excessivement périlleux. Vous exposez devant vos collègues mathématiciens les travaux d'un autre mathématicien. Sous le regard, sur un des travaux d'un problème tout récent, sous le regard des collègues qui essaient de comprendre un truc bien délicat, sous le regard surtout de l'auteur, des auteurs, qui vérifient que vous allez bien rendre justice à leur grande découverte, et qui, si vous faites une erreur dans la présentation, nous seront sans pitié. Exercice extrêmement périlleux. Les quelques-uns que j'ai faits, d'un coup, ça m'a permis d'apprendre le sujet mieux que n'importe quel cours que j'aurais suivi. Deuxième chapitre, pourquoi on partage les connaissances? C'était dans l'intitulé de la table ronde, partage des connaissances. Là-dedans, il y a connaissance, il y a partage. Et insister sur le fait qu'il y a deux facettes là-dedans. Quand on partage les connaissances, c'est d'une part pour faire vivre les connaissances, d'autre part pour le partage en soi et la cohésion que ça représente. Les connaissances, évidemment, vous pouvez écrire tous les bouquins que vous voulez. Si vous n'avez pas des cerveaux dans lesquels les idées, les techniques et les réflexes vivent et sont entretenus, ce qu'il y a dans les bouquins, ça meurt. De temps en temps, c'est redécouvert, mais c'est très rare et très difficile. Et c'est important qu'il y ait toujours le vivier de personnes dans lesquelles les connaissances vivent et qui vont, avec certaines différences ou avec certains écarts, pour reprendre l'un des mots de la conférence précédente, les modifier, les différencier, les faire progresser. Il y a un truc en science qui est remarquable et qui distingue de certains autres savoirs, c'est que quand vous découvrez quelque chose et que vous le transmettez, les autres vont se l'approprier et le modifier radicalement.
le déformer, le simplifier ou le complexifier. Ils vont y mettre leurs sales pattes. Ça va être tout chamboulé et ça sera très bien comme ça. À la fin, on saura même plus souvent à qui était l'idée ou comment ça a été formulé au départ. Mais c'est vivant, ça évolue comme une langue et dans ce travail, ça évolue de façon, c'est complémentaire et de façon indispensable à ce qui se transmet par les livres. Mes travaux de recherche, quand je regarde la totalité, il n'y a aucun être humain qui les a lus dans leur intégralité. Mais sur chaque sujet, je sais qu'il y a quelqu'un qui les a lus en détail, qui a compris, et dans plein de cas, qui a pu le faire progresser et qui a pu approfondir jusqu'à un point où j'étais moi-même resté complètement sec. Et ça continue, ça se transmet comme ça, et ça forme une communauté de savoir, en l'occurrence communauté universitaire, qui fonctionne sur une échelle de très grande stabilité en temps. Beaucoup plus d'ailleurs que l'échelle de temps technologique ou économique. C'est pour ça d'ailleurs que c'est tellement résilient, stable, si vous voulez, savoir universitaire, beaucoup plus, enfin, une économie, ça se transforme des fois à l'échelle de la décennie, mais une école de pensée, une école universitaire, ça reste stable sur bien des décennies et ça résiste à tout. Vous voyez, la Russie, effondrement économique et tout ce que vous voulez, n'empêche, après la chute du mur, n'empêche les cerveaux russes continuent à connaître une quantité d'informations scientifiques phénoménales et le monde en a toujours besoin. Et ça faisait partie des blagues au moment où les laboratoires de recherche russes voyaient leur crédit coupé. S'il reste 5 minutes, je suis foutu. On va essayer de boucler avec notre troisième chapitre. Je dis juste pour terminer, même au moment où ils n'avaient plus d'électricité, plus de chauffage et plus rien, on savait que ça continuait à travailler, à réfléchir et à faire progresser le monde des idées. Ça, c'est l'aspect connaissance. Mais après, il y a des partages, et c'est très important pour la société qu'il y ait des moments où les uns et les autres partagent ce qu'ils ont appris, partagent leur expérience. C'est l'une des grandes raisons derrière la culture scientifique et pourquoi j'ai passé tant d'années de ma vie à travailler sur le dossier de culture scientifique. La réponse que les gens font toujours, presque toujours en sciences, et c'est très important la culture scientifique pour faire en sorte qu'il y ait des vocations de jeunes scientifiques à l'heure où on a une cruelle pénurie de jeunes scientifiques. C'est vrai, mais ce n'est pas le seul aspect et c'est peut-être pas l'aspect le plus important. Plus important que ça encore, il y a le fait de maintenir la cohésion entre les spécialistes et les non-spécialistes. Et des gens qui ne deviendront pas du tout scientifiques, mais c'est très important qu'ils aient en tête comment ça fonctionne, les sciences et les scientifiques. Certains qui prendront des décisions importantes, certains qui s'occuperont de favoriser l'évolution de la société, et puis d'autres tout simplement dont c'est important qu'ils ne se sentent pas exclus des développements technologiques et scientifiques. Et là, ce qu'il s'agit de partager, ce n'est pas tellement la connaissance en soi qu'une forme d'émerveillement. À la fin d'une conférence scientifique, c'est pas grave si votre auditoire n'est pas capable de redire une phrase de ce que vous lui avez dit. Ce qui compte, c'est que l'auditoire ait passé un bon moment et se soit dit « c'est chouette, les sciences ». Je suis arrivé au bout de mon temps, il y a un chapitre que je n'ai pas abordé, mais comme on a du temps de questions-réponses et d'échanges après, on pourra y aller. Quelques mots-clés. Connaissance, ça va avec écosystème, ça va avec le fait que c'est toute une architecture humaine et aussi des comportements et des implications. Enseignant, c'est un métier qui demande un grand engagement physique, à adapter énormément au public qu'on a en face de soi. L'une des meilleures illustrations pour le faire, comme ça m'est arrivé une fois, c'est de faire coup sur coup, consécutivement, un exposé devant une classe de 6e et devant une classe de 3e. Dans la classe de 6e, vous passez toute votre énergie à contenir l'enthousiasme des troupes. Devant la classe de 3e, vous passez toute votre énergie à essayer de les faire réagir. L'un et l'autre sont épuisants et vous comprenez alors ce que c'est, la flexibilité, la pratique et combien ça sera impossible d'apprendre ça uniquement
dans les livres. Je dirais aussi que enseignement, on parle beaucoup de programme, on parle de technologie, mais on surestime l'importance de l'un et de l'autre, ou du moins le fait qu'ils ne résolvent pas tout seul. Quand on toutes ces dernières années, il y a eu sans arrêt les interrogations et les questions. Ah, avec les nouvelles technologies, on va pouvoir révolutionner nos systèmes d'enseignement et ça va renouveler l'éducation et tout ce que vous voulez. La vérité, c'est que les statistiques de l'OCDE nous montrent que les pays qui se sont lancés avec le plus d'enthousiasme dans l'enseignement numérique ont vu leur qualité d'éducation baisser. Parce que si c'est fait sous un angle techno et que vous négligez l'angle humain, les processus qui vont avec, ça ne marche pas. Même chose pour un peu tous les sujets. Quand on s'occupe de la révolution informatique, de la révolution numérique, on oublie très souvent l'aspect processus d'interface entre le monde humain et le monde logiciel. Prenez le jeu des échecs dans un autre genre. Garry Kasparov, il vous l'explique bien dans ses conférences. Si vous faites jouer entre eux des humains et des machines, une machine bat l'humain, la combinaison homme-machine bat et la machine et l'humain, mais si vous mettez ensemble une super machine, un super humain et un protocole entre les deux qui est médiocre, ça se fera écraser par un bon humain avec une bonne machine et un super protocole de communication entre les deux. Et il y a plein de sujets sur lesquels cette interface qui est importante. Et je terminerai quand même peut-être, juste pour partager ça avec mon expérience sur le... S'il y a quand même deux choses encore, ça ne vous met pas en retard, j'espère. Premièrement, qu'est-ce que j'ai appris de mon expérience de MOOC? Je lui ai dit, j'ai appris que c'était hyper long, hyper engagé, ça représentait un engagement considérable. J'ai appris à me filmer moi-même dans mon bureau d'ailleurs, parce que vu les horaires auxquels j'enregistrais ça, il était hors de question de faire ça avec un studio d'enregistrement. Et ce que j'ai tiré du MOOC, deux grandes surprises. La première, c'était que la partie que je redoutais le plus, à savoir le travail fastidieux de répondre aux questions en interaction après le cours sur les forums, finalement, c'était la partie la plus plaisante. Votre cours est fait, vous regardez le soir, s'il y a une nouvelle question, vous répondez, c'était le bonheur. Et tous ces gens qui sont anonymes, qui suivent votre cours, peut-être qu'il y en a 1 millier si c'est un petit MOOC, 100 000 si c'est un gros, quand ils disent qu'ils comprennent, quand ils vous font un compliment du fait que c'est anonyme, ça vaut encore 10 fois plus. Ils n'ont aucun intérêt dans l'affaire, il n'y avait même pas de certificat dans mon cours. Mais il y avait une qualité comme ça d'interaction et d'émerveillement qui se faisait. Et puis la deuxième chose, de tous les cours que j'ai faits, c'est celui qui a été corrigé le plus vite. Vous savez, quand on fait un cours, il y a toujours des bugs. Et on vous reprend en cours, là il y a un truc, vous dites ouais, c'était pour voir si vous suiviez et tout, et puis vous recommencez, vous reprenez, vous recorrigez le soir chez vous et tout. Et là, ça a été fait en un rien de temps. C'est la force du nombre. Quand vous avez 1000 personnes qui suivent, ou même si c'est seulement 100 qui regardent vraiment le truc, ça se fera toujours beaucoup plus vite que si c'est juste une classe devant vous. Et là, il y a une question fondamentale, plus importante encore que la question, le mode de communication, c'est comment on tire parti, comment on met en œuvre intelligence collective. Dans quel cas ça aboutit à une dérive et à un emballement, des rumeurs ou qui sait quoi, dans quel cas ça aboutit à quelque chose qui fait progresser l'ensemble. Voilà. Je m'arrête là en gardant aussi pour mots-clés de débat intelligence artificielle, qu'est-ce que ça va apporter à l'enseignement? Transmission à la machine, est-ce qu'on a réussi à transmettre des choses à la machine? Est-ce que la machine nous a transmis des choses? L'exemple du Go qui a été très médiatisé est un cas d'école en la matière, où on a appris, les humains ont appris à la machine, puis la machine a appris aux humains, réellement au sens où le corpus de connaissances s'est accru en la matière. Et puis, et puis la dernière question qui fait le lien aussi avec peut-être une des choses de l'exposé précédent, en quoi il y a interaction à travers le monde par exemple entre la question culturelle et les questions d'enseignement. Comment notre culture influe sur notre enseignement et vice-versa, et ce n'est pas la même façon dont on enseigne d'un continent à l'autre, d'un contexte à l'autre. Je vous remercie pour votre attention.